La société française traverse donc un moment punitif, c'est ce que je crois avoir établi dans la première leçon. Quand commence ce moment, il est difficile de le déterminer avec précision. Si, comme je l'ai dit, la population carcérale s'accroît lentement à partir de 1955, une première accentuation de la pente ascendante se produit au milieu des années 1980, et une seconde plus marquée encore dans les années 2000, avec un progressif effacement des différences qui ont existé jusqu'en 2007 entre les politiques pénales des gouvernements de droite et de gauche, je l'ai dit. Le moment punitif correspond donc approximativement aux 4 dernières décennies. Et cette évolution est sans lien, je le répète, avec celle de la criminalité et de la délinquance, ce qui justifie d'utiliser le qualificatif punitif, puisqu'elle tient non à une augmentation des infractions, en particulier des infractions graves, mais à une progression de la sévérité du système pénal. La démographie pénitentiaire n'est toutefois que l'un des indices permettant de caractériser le moment punitif, comme on l'a vu, puisqu'on observe une création de nouveaux délits, une augmentation de la proportion des condamnations et un allongement des quantums de peine pour des infractions données, une incitation des forces de l'ordre à porter plainte pour atteinte à des agents dépositaires de l'autorité publique et une pression exercée par le pouvoir sur les parquets pour plus d'intransigeance, un déploiement de procédures judiciaires plus expéditives conduisant à des sanctions plus lourdes et une demande d'exécution plus systématique des peines sans possibilité d'aménagement, se dessine donc ce qu'on appellerait en anglais un pattern, c'est-à-dire un motif ou une configuration qui est perceptible aussi bien à travers le nombre des personnes en milieu fermé, c'est-à-dire écrouées, qu'avec le nombre de personnes en milieu ouvert, c'est-à-dire soumises à diverses modalités de contrôle. Et d'ailleurs autant dans la multiplication des contraventions que dans le renchérissement des amendes. Ce motif ou cette configuration dessine une tendance à punir plus, c'est-à-dire plus souvent et plus longtemps. L'histoire pénale française est à cet égard, sans équivoque, je crois l'avoir expliqué. Mais la France est-elle une exception, où le moment punitif qu'elle traverse est-il un fait général? Autrement dit, observe-t-on dans d'autres pays, et même dans la majorité des pays, de semblables évolutions de la criminalité du châtiment, c'est-à-dire un recul des infractions, notamment les plus graves, et une progression de la sévérité, se traduisant par une hausse du nombre de personnes détenues dans les prisons. Avant de répondre à cette question, 2 remarques préliminaires. La première est pratique. Le châtiment peut prendre 1001 formes et la sévérité peut se manifester de multiples manières. Mais parce que ce sont les seules données disponibles, même avec certains manques et quelques marges d'erreur, pour l'ensemble des pays de la planète, je privilégierai les statistiques des prisons. La seconde remarque est lexicale. En utilisant les mots, comme je vais le faire, criminalité et crime dans les analyses que je vais présenter, je m'éloigne de leur sens français et me conforme à l'usage anglais, criminality and crime. La criminalité et les crimes recouvrent donc, dans mon propos, au moins pour cette séance, l'ensemble des infractions sanctionnées par la loi, incluant par conséquent la délinquance et les délits qui correspondent à des faits de moindre gravité. C'est que les comparaisons internationales ont recours à cette terminologie, en anglais, crime, criminality, qui a l'avantage d'un vocabulaire unique et simple, et qui dépend un peu moins donc des législations et des découpages entre ce qui relève de faits moins graves et de faits plus graves. Dans la suite, donc, par convention, le mot criminalité inclut le vol et l'outrage, aussi bien que le viol et l'homicide, la conduite après suspension du permis ou l'abus de biens sociaux étant considérés comme des crimes. Que sait-on alors de la criminalité et du châtiment dans les sociétés contemporaines? Considérons d'abord l'Union européenne, en y incluant le Royaume-Uni, puisque la période retenue commence en 1980. Au cours des 2 dernières décennies du XXe siècle, on assiste à une augmentation des taux de détention rapportés à la population générale sur une grande partie du continent. Font exception
La plupart des pays d'Europe de l'Est, qui avec la chute des régimes communistes ont vu le nombre de leurs prisonniers baisser, parfois de manière spectaculaire, d'autant que certains avaient, avant cette période, des niveaux d'incarcération particulièrement élevés, à l'exception de la Slovénie. Dans le reste de l'Europe, 14 des 17 pays connaissent, donc sur cette fin du XXe siècle, connaissent des hausses marquées de leur taux de détention, qui fait plus que doubler en Espagne, au Portugal, en Grèce, de même qu'en Irlande et aux Pays-Bas, progresse de moitié en Angleterre, en Belgique, en Italie. Ce taux, en revanche, augmente légèrement en Suède, reste stable au Danemark, mais dans les deux cas, il demeure faible. Un pays présente une évolution singulière, c'est la Finlande, qui conduit une politique volontariste de décarcération et dont le taux de détention est divisé par 2 en 20 ans. Pendant la première décennie du XXIe siècle maintenant, une progression de la population carcérale est également observée presque partout, sauf encore une fois dans les anciens pays communistes, dont certains comme la Roumanie poursuivent leur évolution descendante, tandis que certains, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, les 3 pays du groupe de Visegrad, dont vous savez certainement qu'ils sont caractérisés par leur politique nationaliste et populiste, en tout cas pour la Pologne jusqu'à très récemment, ont au contraire des taux en progression rapide. Seuls les Pays-Bas, l'Allemagne et le Portugal, en ce début de XXIe siècle, Pays-Bas, Allemagne et Portugal, ont des effectifs de prisonniers en recul. Hormis ce dernier pays, les autres du sud de l'Europe ont tous une forte augmentation de leur population carcérale, mais c'est aussi le cas de l'Angleterre, de l'Irlande, de la Belgique et à moindre degré des pays scandinaves. Enfin, durant la deuxième décennie du XXIe siècle, les années 2010, un reflux des taux de détention se produit sur l'ensemble du continent, sauf en Hongrie et en Slovaquie à l'est, à Malte, au Portugal et en France à l'ouest. Donc, malgré ces différences au sein de l'Union européenne, on peut résumer l'évolution de la manière suivante. Pendant 3 décennies, de 1980 à 2010, la tendance des taux de détention est à la hausse, souvent très forte, en Europe de l'Ouest et du Sud, tandis que l'Europe du Nord maintient des taux bas et que l'Europe de l'Est a des taux au départ très élevés, qui sont d'abord en baisse après la chute du mur de Berlin, avant de remonter légèrement quelques années plus tard. En revanche, au cours de la dernière décennie, donc à partir des années 2010 jusqu'en 2020, le mouvement de reflux est général, quoique modéré, à quelques exceptions près, dont la France. Outre la Finlande, dont j'ai dit que l'évolution se fait à l'inverse de la direction d'ensemble, avec une baisse presque continue pendant 4 décennies, ce qui conduit le pays à avoir le taux de détention le plus faible d'Europe, 2 autres pays connaissent une trajectoire en baisse depuis 20 ans, c'est l'Allemagne, dont le taux a diminué de 20%, et plus encore les Pays-Bas, où le taux a régressé de 35%. Comment se situe donc la France dans ce concert européen ? J'ai déjà bien sûr parlé de notre pays. Pour ce qui est de sa population carcérale en 2021, le taux de détention est très proche de la moyenne européenne. Mais cette moyenne est trompeuse car il faut tenir compte de ce qu'elle se situe à un niveau élevé en raison des anciens pays communistes dont les taux sont près du double. Si on limite la comparaison à l'Europe de l'Ouest, pour avoir des pays plus comparables dans leur histoire, seuls 3 ont des taux de détention plus élevés, à savoir l'Espagne, le Portugal et Malte, les 11 autres nations ayant des taux plus faibles que la France. De plus, la France est au 3e rang, dans le mauvais sens, des 27 pays de l'Union européenne en termes de suroccupation de ses prisons. Pour ce qui est de l'évolution au cours des 40 dernières années, la France est le seul pays, avec Malte, 500 000 habitants, dont le taux d'incarcération n'a cessé d'augmenter depuis 1980. Au cours des 3 premières décennies, elle suit en fait la tendance générale à la hausse observée dans presque toute l'Europe, mais dans les années 2010, comme je l'ai dit en commençant tout à l'heure, elle est pratiquement le seul pays à ne pas connaître une inversion de cette dynamique punitive.
Le reflux récent, constaté sur l'ensemble du continent, est toutefois modeste. Il ne doit pas conduire à sous-estimer la réalité du moment punitif. En effet, même avec la correction en cours, les taux de détention en 2020 sont, dans la majorité des cas, très supérieurs à ce qu'ils étaient en 1980. Plus 43% en Angleterre, plus 61% en Belgique, plus 80% en Italie, plus 121% au Portugal, plus 163% en Espagne, plus 210% en Grèce, et seulement, pourrait-on dire, plus 60% en France. Et je parle bien de taux de détention et non de nombre de prisonniers, de façon à tenir compte de la croissance de la population générale. Et si les pays de l'Est ne connaissent généralement pas de telles hausses, je l'ai déjà dit, c'est que leur taux au départ était très élevé, 2 à 10 fois ceux des autres pays européens, et qu'ils demeurent encore aujourd'hui, malgré leur baisse, au-dessus de la moyenne. En résumé, on peut affirmer que l'Europe n'est pas véritablement sortie de son moment punitif. Si maintenant on élargit la focale en se situant à l'échelle de la planète, la carte des taux de détention qu'il est possible de dessiner à partir du travail remarquable, statistique, réalisé par le World Prison Brief, cette carte donc est loin d'être homogène. En Afrique, la moyenne est de 44 pour 100 000. Je rappelle qu'on est autour d'une centaine pour 100 000 en France. Donc 44 pour 100 000 pour l'ensemble du continent, mais en Afrique australe, c'est 248 pour 100 000. En Asie du Sud, elle est de 85, ce qu'on désigne souvent comme la péninsule indienne, 2 fois moins qu'en Asie du Sud-Est. Elle est 212 en Amérique du Nord, mais seulement la moitié de ce chiffre au Canada. Tous les pays d'Amérique latine ont des taux nettement supérieurs à la moyenne mondiale, à l'exception du Venezuela, et tous les pays d'Afrique de l'Ouest ont des taux très inférieurs à cette moyenne, sauf le Cap-Vert. En termes d'évolution, la population carcérale mondiale a progressé d'un quart depuis le début du siècle, soit à peu près au même rythme que la population générale. Et donc le taux est resté à peu près équivalent au niveau de l'ensemble de la planète. Mais évidemment, cette évolution est très hétérogène, avec par exemple un triplement des taux de détention au Brésil et une division par 2 en Russie. Donc toute généralisation doit être effectuée avec une extrême prudence en raison des différences considérables entre continents et entre pays sur un même continent. Il y a 50 ans, 2 professeurs de la Carnegie Mellon University aux États-Unis, Alfred Blumstein et Jacqueline Cohen, élaboraient une théorie générale sur ce qu'ils appelaient la stabilité du châtiment, en considérant qu'il y avait une permanence dans le temps, non pas du nombre d'actes criminels ou délinquants, mais du nombre de ceux que la société réprouvait suffisamment pour les punir. C'est une théorie forte. On est tout à l'heure en 1973. Il y avait 200 000 personnes détenues dans les prisons de leur pays, les États-Unis, soit un taux d'incarcération de 94 prisonniers pour 100 000 habitants. Ce taux était en effet resté stable pendant le demi-siècle précédent. 30 ans plus tard, cependant, on comptait plus de 2 millions de prisonniers dans ces établissements, soit un taux d'incarcération de 762 pour 100 000 habitants, une multiplication par 11 en valeur absolue et par 8 en valeur relative. La théorie de la stabilité du châtiment subissait la dure épreuve des faits. Le passé ne permettait assurément pas de prédire le futur. Cet exemple devrait nous prémunir de toute tentation téléologique, c'est-à-dire de toute idée d'une direction historique inéluctable sur la base de ce qui était et de ce qui est, y compris concernant le moment punitif contemporain. 5 décennies après cet essai théorique, c'est à l'inverse une approche empirique cette fois, que 4 économistes et sociologues états-uniens, australiens, britanniques utilisent pour réaliser une synthèse des données existantes au niveau mondial depuis le milieu du XXe siècle. Et ils publient dans une revue de criminologie. Observant à juste titre qu'on sait relativement peu de choses sur le système carcéral des pays non occidentaux et que pour avoir une vision juste des pratiques punitives dans les sociétés contemporaines, il est nécessaire de disposer de l'ensemble des données nationales, il s'efforce d'établir des régularités à l'échelle de sous-continents et de groupes de pays.
Ils affirment ainsi que les taux de détention s'accroissent régulièrement entre 1950 et 1990, aussi bien dans les pays qu'ils qualifient de développés que dans ceux qu'ils désignent comme en développement, un fléchissement se produisant ensuite dans ces derniers, en développement, tandis que les premiers poursuivent leur tendance haussière, les pays développés, dans leur langage, faisant se rejoindre donc les deux courbes autour de 2010, tous les pays considérés présentant des taux autour de 95 pour 100 000. Donc, nouvelle théorie, la convergence. À y regarder de près, cependant, les pays du Sud sélectionnés par les auteurs présentent des situations extraordinairement différentes. Entre 1980 et 2020, le Ghana a un taux d'incarcération qui reste stable à un niveau très bas, 43 prisonniers pour 100 000 habitants. Tandis qu'au Brésil, le taux qui était à peu près similaire au début de cette période est multiplié par 8 pour atteindre 381 pour 100 000 habitants. Le même constat d'hétérogénéité problématique peut être fait pour les autres pays retenus dans l'enquête. Le taux de détention de l'Inde reste stable à un niveau faible, ceux du Kenya et du Nigeria baissent de près de moitié, alors que l'Afrique du Sud demeure stable puis à un niveau très élevé et que la Turquie, elle, double son taux de détention. Dès lors, agréger des pays dont les taux de détention varient du simple au décuple, avec pour les uns une stabilité, pour d'autres une diminution significative, pour d'autres encore une progression spectaculaire, ne fait guère de sens au plan scientifique. Il en est de même de l'hypothèse hasardeuse de ces auteurs, selon laquelle, avec le développement économique, les sociétés tendent à évoluer d'une situation avec un niveau élevé d'homicides, mais un taux faible de détention, rapporté au nombre d'homicides, vers un taux faible d'homicides, mais un taux élevé de détention, rapporté au nombre d'homicides. Ce lien a une importance politique, car il suggère qu'il y aurait une association statistique, peut-être même causale, selon les auteurs, entre plus de sévérité et moins de crimes. Or, les données qu'il présente contredisent cette hypothèse. Rapporté au nombre d'homicides, le taux d'incarcération en Amérique latine et aux Caraïbes, d'une part, Afrique et Moyen-Orient, d'autre part, est similaire, bien que le produit intérieur brut par habitant s'élève à 9 500 $ sur le continent latino-américain, contre seulement 1 700 pour ce qui est de la région subsaharienne. Le lien entre niveau de développement et homicide et châtiment ne tient donc guère. En somme, la théorie de la stabilité du châtiment n'était pas vérifiée empiriquement et symétriquement, les données empiriques colligées au niveau mondial ne valident pas les théories esquissées sur l'évolution de la pénalité. Un principe de précaution scientifique s'impose donc pour toute généralisation. En appliquant ce principe, je proposerai donc une généralisation limitée. Le moment punitif des 4 dernières décennies telles qu'on peut l'identifier à partir de la population carcérale, ou plus précisément par le taux d'incarcération, concerne les pays d'Europe de l'Ouest et du Sud, une partie de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, y compris Israël, l'Asie du Sud-Est, l'Océanie, l'Amérique latine, les Caraïbes et bien sûr les États-Unis. C'est là que le moment punitif donc, est retrouvé. En revanche, l'Europe du Nord, l'Afrique subsaharienne, à l'exception notamment de l'Afrique du Sud et du Rwanda, l'Asie du Sud, c'est-à-dire la péninsule indienne, ont des taux relativement stables et relativement faibles. Quant aux pays de l'ancienne Union soviétique et de l'Europe de l'Est, je l'ai dit, leurs taux considérables sous les régimes communistes ont généralement décliné tout en restant au-dessus de la moyenne. Cette cartographie du châtiment montre donc des différences régionales très importantes, avec néanmoins dans un grand nombre de pays, soit un taux d'incarcération élevé, soit une forte progression, soit les deux. Pour le formuler simplement, à l'échelle de la planète, la ligne répressive est la règle, la modération punitive, plutôt l'exception. Alors comment interpréter ce phénomène qui caractérise donc l'ordre pénal d'une grande partie du monde contemporain ? Il existe bien sûr des spécificités liées aux histoires nationales. Les sociétés plus inégalitaires sont aussi souvent les plus violentes et la criminalité élevée peut être dans ce cas la raison première de la progression des peines d'emprisonnement, à l'inverse de ce que j'ai montré pour la France. C'est le cas notamment pour l'Afrique du Sud et le Brésil, qui ont des niveaux de richesse parmi les plus inégaux au monde
et les taux d'homicide parmi les plus élevés, 69 et 31 pour 100 000 habitants, respectivement, alors que pour la France, c'est 0,8. Le contexte historique de ces deux pays est de plus particulier, avec les héritages de l'apartheid et de la dictature militaire respectivement, la sortie de ces deux régimes ayant donné lieu à une mise en œuvre de politiques néolibérales agressives qui ont contribué à une déstructuration sociale et à l'aggravation des disparités. Les taux de détention en forte hausse au cours des dernières décennies y atteignent 248 et 381 pour 100 000 respectivement. Pour autant, l'existence d'une relation causale entre criminalité et incarcération en général, selon laquelle on emprisonnerait plus parce que plus de crimes sont commis, avec pour corollaire qu'à l'inverse, les lourdes peines de prison entraîneraient un recul des infractions, est démentie par les faits. C'est ce que montre le juriste de l'Université du Minnesota, Michael Tonry, et le criminologue de l'Université de Cambridge, David Farrington. Je les cite, « La criminalité a augmenté aux États-Unis au milieu des années 60 jusqu'au début des années 1990. Les taux d'incarcération ont commencé à s'élever en 1973 et ont poursuivi leur progression jusqu'en 2005. Pour l'homme de la rue et pour de nombreux politiciens, cette trame semble donc raconter une histoire rassurante. En effet, on peut avoir l'impression que c'est le durcissement du dispositif pénal aux États-Unis qui, en enfermant 2 millions de personnes, a fait reculer la criminalité en soustrayant de la société les criminels avérés et en dissuadant les criminels potentiels. Or, cette apparente relation causale entre criminalité et châtiment n'existe pas. Les deux auteurs en font la démonstration en s'appuyant sur deux études de cas, l'une en Amérique du Nord et l'autre en Scandinavie. Au cours des 3 dernières années du XXe siècle, la criminalité a évolué parallèlement aux États-Unis et au Canada, augmentant dans les années 1970 et diminuant à partir des années 1990. Or, dans le même temps, le taux d'incarcération passait d'environ 100 à 700 prisonniers pour 100 000 habitants aux États-Unis, tandis qu'il se maintenait autour de 100 au Canada. Par conséquent, observent les auteurs, si l'augmentation du nombre de crimes et de criminels a fait inexorablement s'élever le taux d'incarcération et gonfler la population aux États-Unis, pourquoi la même chose ne s'est-elle pas vérifiée au Canada? Et si en retour, la plus grande sévérité du châtiment et les condamnations plus nombreuses à l'emprisonnement rendent compte de la baisse ultérieurement observée de la criminalité, qu'est-ce qui est à l'origine de la même évolution au Canada, où la législation et la justice sont bien plus clémentes? En somme, si des causes contraires produisent le même effet, c'est qu'il n'y a pas de lien de cause à effet. Ce n'est pas la progression de la criminalité qui est mécaniquement la cause de l'inflation carcérale aux États-Unis, et ce n'est pas la propension punitive qui a eu pour effet le recul du crime. Une comparaison tout aussi probante peut être proposée entre le Danemark, la Norvège, la Suède et la Finlande, 4 pays dont les taux de criminalité ont varié à la hausse de manière parallèle pendant les 4 dernières décennies du XXe siècle. Mais tandis que le Danemark, la Norvège et la Suède maintenaient un niveau d'incarcération peu élevé, autour de 60 prisonniers pour 100 000 habitants, la Finlande, qui partait d'un taux de 180 pour 100 000, a réduit des 2/3 sa population carcérale jusqu'à rejoindre le niveau de 60 de ses voisins. Si la dureté de la sanction avait un impact sur la fréquence des infractions, s'interrogent encore les auteurs, ce pays n'aurait-il pas dû payer d'une hausse de la criminalité la mansuétude de ses lois et de ses juges? Or, malgré la baisse drastique du nombre de personnes détenues, il n'y a pas eu plus de crimes que dans les pays voisins. Le choix par la Finlande d'une politique pénale plus libérale n'a pas eu de conséquences néfastes sur la sécurité du public. Ces 2 études de cas, en Amérique du Nord et en Europe du Nord, suggèrent donc qu'il y a une déconnexion entre criminalité et châtiment. Le lien juridique entre le crime et sa sanction n'a pas de traduction statistique cohérente. Le moment punitif, dans la plupart des sociétés où il est constaté, est le résultat d'un durcissement de l'appareil législatif et judiciaire. Cette enquête que je viens de citer a l'intérêt de se concentrer sur les 2 dernières décennies du XXe siècle, c'est-à-dire au moment où le tournant répressif se produit, autour de 1980, et où la déconnexion entre la criminalité et le châtiment devient manifeste,
avec toutefois, comme on vient de le voir, des différences considérables selon les pays. Les données dont on dispose pour les 2 premières décennies du XXIe siècle confirment le fait que ce qui détermine la taille de la population carcérale est avant tout la politique punitive mise en œuvre. De façon intéressante, l'Europe du Sud enferme relativement peu, mais pour longtemps. L'Europe du Nord enferme beaucoup, mais pour des durées brèves. Ainsi, le taux d'entrée en prison pour 100 000 habitants est de 49 au Portugal, 74 en Espagne, 77 en Italie, 73 en Grèce, mais 107 en Finlande, 121 en Norvège, 187 en Suède et 185 au Danemark. Il est de 117 en France, c'est-à-dire à peu près au milieu. Quant à la durée moyenne de l'emprisonnement, elle est de 30 mois au Portugal, 17 en Espagne, 16 en Italie et en Grèce, mais seulement 5 en Finlande, 6 en Norvège, 4 en Suède et au Danemark. Elle est de 11 mois en France. Illustration de ce contraste entre les deux manières de sanctionner, souvent ou longtemps, la Suisse a le taux d'entrée en prison le plus élevé d'Europe et la durée moyenne d'emprisonnement la plus faible. Fait intéressant, la combinaison de ces deux facteurs, taux d'entrée et durée moyenne, se traduit par des taux élevés d'incarcération en Europe du Sud, entre 99 et 129 prisonniers pour 100 000 habitants, et à l'inverse, bas en Europe du Nord, la moitié, entre 50 et 64, la France se situant avec un taux de 104 du côté des pays méridionaux répressifs. En présentant de manière à la fois précise et détaillée les évolutions des pratiques pénales et des configurations pénitentiaires dans les pays occidentaux, qui sont ceux pour lesquels les données sont les plus fiables et donc les plus comparables, j'ai voulu éviter les généralisations hâtives et montrer au contraire toutes ces différenciations. L'exercice peut sembler fastidieux, mais je crois qu'il est nécessaire. La réalité du moment punitif présent est complexe et il importe de l'interpréter sur la base d'un matériau empirique, les chiffres eux-mêmes devant être examinés avec précaution, comme on l'a vu dans les exemples que j'ai donnés. Alors, si on résume les faits les plus saillants et les mieux établis, premièrement, les populations carcérales et les taux d'incarcération augmentent dans presque tous les pays occidentaux à partir des années 1980, voire un peu avant, jusqu'en 2010, avec toutefois des variations considérables, aboutissant dans le cas extrême des États-Unis à ce qu'on qualifie d'emprisonnement de masse, tandis que la progression reste modeste en Scandinavie. Deuxièmement, si cette évolution commence dans certains cas en réponse à une hausse de la criminalité, cas des États-Unis, elle est d'une manière générale sans lien avec cette dernière puisqu'elle se produit ou se poursuit alors même que les infractions sont en recul, fait particulièrement avéré, là encore, aux États-Unis. Troisièmement, la sévérité des législateurs et des juges s'exprime de diverses façons, en punissant plus souvent en Europe du Nord, en punissant plus longtemps en Europe du Sud, ou en punissant plus souvent et plus longtemps en France et aux États-Unis notamment. Au-delà de la diversité des situations nationales que j'ai dépeintes, le moment punitif se caractérise donc par une autonomisation de ce qu'on peut appeler d'un anglicisme peu élégant, la punitivité, qui est la traduction de punitiveness. Pour le dire autrement, la faculté de punir est largement indépendante de la réalité empirique de la criminalité au sens large. Comment donc comprendre le moment punitif que traverse la presque totalité des sociétés contemporaines ? La tâche est difficile, au moins pour deux raisons. D'une part, des singularités nationales existent, par exemple la question raciale qui hante les États-Unis, où l'expansion extrêmement rapide de la population carcérale dans les années 1970 se produit précisément au moment où le mouvement des droits civiques vient d'obtenir des avancées pour les populations noires, générant des réactions de peur et d'hostilité au sein de la majorité blanche, ou bien la progression précoce de l'extrême droite en France, qui, dès le début des années 1980, entraîne une radicalisation de la droite traditionnelle dans une tentative de reconquête de son électorat perdu, alors que la gauche vient de gagner les élections. Mais d'autre part, les analyses doivent aussi explorer des couches
interprétatives qui sont hétérogènes, plus ou moins profondes, selon qu'on essaie de rendre compte à un premier niveau des processus législatifs et judiciaires que j'ai déjà évoqués dans le cas français, avec la création de nouveaux délits, avec l'allongement des peines, avec la modalité particulière qu'est la comparution immédiate. Un deuxième niveau, des logiques partisanes et des idéologies répressives qui suscitent des pratiques pénales de plus en plus dures. Et un troisième niveau, de l'économie politique, des bouleversements du contrat social et des transformations des référentiels culturels qui sous-tendent les deux premiers niveaux. Alors, comme j'ai déjà parlé des processus législatifs et judiciaires, je vais maintenant me tourner vers ce qu'on peut appeler les logiques partisanes et les idéologies répressives. Deux phénomènes explicatifs très généraux peuvent être avancés. Le premier est de type top-down, de haut en bas, signifiant une logique imposée dans le cadre de stratégies politiciennes. On parle souvent de populisme pénal. Le second est de type bottom-up, de bas en haut, signifiant un sentiment présent dans le public. On invoque alors volontiers des sensibilités et des valeurs qui s'accompagnent d'une intolérance croissante. Dans un cas, la dimension politique prévaut, le top-down. Dans l'autre, c'est la dimension morale, le bottom-up. Certains auteurs privilégient l'une ou l'autre de ces deux explications. Je vais les examiner séparément, mais j'essaierai de montrer qu'elles se renforcent mutuellement. Alors, populisme. Le terme n'est pas sans ambiguïté si l'on songe, par exemple, qu'aux États-Unis sont désignés comme populists, sans nécessairement d'intention polémique, comme ce serait peut-être plus le cas en France, aussi bien Donald Trump que ses discours xénophobes et racistes, ses politiques fiscales favorables aux plus aisés et sa sympathie affichée à l'égard de l'alt-right nationaliste font ranger à l'extrême droite, que Bernie Sanders, que sa dénonciation des excès du capitalisme, son soutien aux ouvriers et aux syndicats, sa condamnation des violences policières et des prisons privées, sa volonté de réformer la législation en matière d'immigration pour la rendre plus inclusive, situent dans le camp des progressistes. Cette bipolarisation du populisme, l'un de droite, l'autre de gauche, conduit à une bipolarisation du champ intellectuel. D'un côté, le politiste allemand de l'université de Princeton, Jan Werner Müller, considère le populisme comme une réalité qui se construit en parallèle de la démocratie représentative et contre elle, puisqu'elle en rejette le pluralisme à la fois dans le monde social, en faisant du peuple une entité nationale qui serait homogène, et dans le monde politique, en développant un autoritarisme qui exclut toute opposition. D'un autre côté, la philosophe belge Chantal Mouffe de l'université de Westminster voit dans la montée des populismes la conséquence de la faillite des social-démocraties qui n'ont pas su ou pas voulu résister à la violence du néolibéralisme et elle appelle de ses voeux une stratégie progressiste opposant le peuple aux élites et se plaçant sous l'autorité d'un chef. L'un, Jan Werner Müller, critique tous les populismes parce qu'ils sont antidémocratiques et divisent le peuple des citoyens, aussi bien celui de Hugo Chávez et Rafael Correa en Amérique latine que celui de Viktor Orban en Hongrie ou de Recep Tayyip Erdogan en Turquie. L'autre fait l'éloge d'un populisme de gauche comme seule réponse possible au populisme de droite face à l'échec des démocraties à défendre la justice sociale, c'est-à-dire Chantal Mouffe. Évitant d'interroger le bilan des chefs d'État progressistes au Venezuela ou en Équateur, elle préfère célébrer des opposants qui n'ont jamais exercé le pouvoir, comme Jeremy Corbyn ou Jean-Luc Mélenchon. Le populisme, on le voit, n'est pas une notion neutre. Rarement revendiqué par ceux dont on décrit ainsi le programme, il est chargé de jugements négatifs, le plus souvent, positifs parfois. L'idée de populisme pénal peut-elle échapper à cette faiblesse structurelle de la référence au populisme dont la politiste Annie Kollwald a montré qu'elle est à la fois, je la cite, un enjeu savant et une arme politique pouvant servir à la fois de concept et de stigmatisation. On admet généralement que le populisme pénal consiste en un durcissement des politiques punitives avec l'intention proclamée de répondre aux attentes d'un public
dont on affirme qu'ils protestent contre le laxisme de la justice et demandent plus de sévérité. L'expression a été précédée d'une autre de même signification qu'Anthony Bottom, criminologue de l'université de Cambridge, a forgé Populist Punitiveness, donc littéralement punitivité populiste, pour évoquer, écrivait-il, le fait que des politiciens utilisaient pour leurs propres fins ce qu'ils croyaient être l'attitude généralement punitive du public. Il y avait toutefois dans cette formulation que je viens de vous donner une tension, car d'un côté il suggérait que l'attitude du public était sujette à caution, précisant d'ailleurs que dans les sondages, tout dépendait de la manière dont on posait les questions. Mais de l'autre, il semblait tenir pour acquis que les politiciens populistes croyaient vraiment que leur électorat voulait toujours plus de sévérité, plutôt qu'ils ne participaient par leur discours à la production de cette demande. Quelques années plus tard, c'est le terme penal populism, populisme pénal, qui s'est imposé dans la littérature de langue anglaise comme de langue française du reste. Un collectif de criminologues d'universités états-uniennes, canadiennes, britanniques et australiennes, tout en considérant qu'il est normal, dans une démocratie représentative, que les responsables politiques prennent en compte les attentes de la population et s'efforcent d'y répondre, voit dans le populisme pénal une dérive de cette norme, puisque les politiciens qui le pratiquent privilégient, je les cite, l'avantage électoral par rapport à l'efficacité pénale et choisissent, je les cite encore, des politiques pénales pour gagner des voix plutôt que pour réduire la criminalité ou promouvoir la justice. Selon eux, les politiciens ne croient ni à la nécessité d'une plus grande sévérité pour réduire le crime, ni à la demande sociale de plus de dureté dans les peines prononcées. Ils simulent et instrumentalisent cette croyance. Ils sont plus tacticiens qu'idéologues. L'illustration la plus connue en est la législation états-unienne dite Three Strikes, qui condamne systématiquement à la prison à vie des récidivistes commettant une troisième infraction grave. La désignation de ces lois fait référence à une règle du baseball, selon laquelle le batteur qui a échoué à 3 reprises à frapper la balle est écarté. Three strikes and you're out. C'est la formule sportive exportée dans le domaine juridique. 3 infractions et vous êtes mis hors jeu social. Bien que les peines planchées existent depuis le début du XXe siècle, c'est en 1993, dans l'État de Washington, et en 1994, en Californie, que ces lois spécifiques ont commencé à être votées, dans un contexte de dramatisation des violences et de guerre à la drogue dans les quartiers pauvres et parmi les minorités ethno-raciales. 2 ans après sa mise en œuvre, en Californie, 85% des personnes condamnées dans ce cadre l'avaient été pour des infractions sans violence. Je parle donc de personnes qui sont condamnées à la prison à vie. Donc 85% des infractions sans violence, et les Noirs, qui n'étaient que 7% dans la population et avaient commis 23% des actes délictueux, représentaient 31% des personnes détenues et 43% de celles incarcérées au titre de la nouvelle loi, soit 6 fois plus que leur poids démographique. Bien que plusieurs études aient montré que cette législation n'avait pas réduit la criminalité là où elle a été appliquée, elle reste en vigueur dans une grande partie du pays. Dans l'État du New Jersey, la commission de réforme pénale et pénitentiaire dont je suis membre invité s'efforce non sans mal de supprimer le plus possible de causes de ces mandatory minimum sentencing, c'est-à-dire de ces peines planchées, afin de rétablir l'individualisation des peines. C'est une tâche très difficile. L'épisode le plus significatif de l'histoire politique du populisme pénal aux États-Unis s'est produit lors de la campagne présidentielle qui opposait le républicain George Bush père et le démocrate Michael Dukakis en 1988. Au mois de mai de cette année-là, le candidat républicain se trouvait largement dépassé dans les sondages par son rival démocrate, dont l'avance, 54% contre 38%, semblait lui assurer une victoire facile. 5 mois plus tard, néanmoins, les opinions favorables à l'égard de Michael Dukakis s'étaient effondrées de 70 à 20%, tandis que les jugements positifs pour George Bush
avait progressé, moins spectaculairement, de 53 à 59%. Le jour de l'élection, ce dernier l'emporta dans 40 des 50 États et le Parti démocrate subit l'une de ses plus écrasantes défaites au Congrès. Comment expliquer cet impressionnant retournement de l'opinion, bien qu'il y ait toujours une conjugaison d'éléments pour rendre compte des résultats d'un scrutin? Il est généralement admis qu'un fait a été déterminant dans la chute de popularité de Michael Dukakis, l'image de laxisme qui lui a été associée par son opposant à cause du programme de permission de sortir de prison existant dans l'État du Massachusetts, dont il était gouverneur. Bien qu'il n'ait pas été à l'origine de ce programme, qui avait été créé 16 ans plus tôt par un prédécesseur républicain, il était tenu pour responsable des infractions commises par les détenus lors de permission, notamment parce qu'il ne s'était pas opposé, en tant que chef de l'exécutif, à la décision de la Cour suprême de son État d'inclure parmi les condamnés autorisés à brièvement sortir de prison lorsqu'ils avaient été condamnés pour meurtre. Un nom emblématique de cette campagne électorale est celui de Willie Horton. Condamné dans le Massachusetts à un emprisonnement à vie sans libération possible pour meurtre, mais bénéficiaire de cette mesure dont je viens de parler, décidée par la Cour suprême de l'État, cet homme, au terme de sa permission, n'était pas rentré. Et quelques mois plus tard, il avait agressé un couple, violé la femme et poignardé l'homme. Le directeur de campagne de George Bush développa un plan de communication autour de la figure de ce criminel, insinuant la méfiance à l'encontre du candidat démocrate, suscitant l'anxiété dans le public, ironisant même sur le fait que les gens finiraient par se demander si Willie Horton n'était pas sur le ticket de Michael Dukakis comme futur vice-président. Pour les criminologues britanniques Tim Newburn de la London School of Economics et Trevor Jones de l'Université de Cardiff, ce moment de la vie politique états-unienne marque un basculement dans une forme de justice expressive qui joue sur les émotions, à commencer par la peur du crime et la répulsion à l'égard du criminel. Selon eux, l'enseignement de cette affaire pour les politiciens est premièrement que la criminalité peut devenir un enjeu crucial d'une élection, deuxièmement, qu'ils ne doivent donc pas présenter de faiblesse en matière pénale, et troisièmement, qu'indépendamment de toute réalité de leur action, il leur faut mettre en avant un programme répressif plutôt que social. Les démocrates ont retenu la leçon et Bill Clinton a su se forger la réputation d'un président inflexible dans la lutte contre le crime et même favorable à la peine de mort. La loi fédérale de 1994, dite Violent Crime Law and Law Enforcement Act, qu'il a signée, est considérée comme ayant joué un rôle décisif dans ce qu'on appelle l'incarcération de masse, le nombre de prisonniers étant passé dans les 14 années qui ont suivi le vote de cette loi de 1,5 à 2,3 millions. L'histoire politique française récente n'est pas en reste dans cette interférence entre populisme pénal et élection présidentielle. Le 14 juillet 2001, lors de la traditionnelle intervention télévisée du président de la République, en réponse aux deux journalistes qui avaient choisi de commencer l'entretien par, je cite, « la sécurité, la préoccupation numéro 1 des Français », Jacques Chirac parle longuement de la montée très forte de la violence, de la délinquance, de l'agressivité, des incivilités, je l'ai cité là, évoque une société dans laquelle, je le cite encore, les gens sont agressés, les jeunes filles violées, affirme, je le cite, qu'on ne peut plus vivre dans un pays où les gens ont de plus en plus peur, et il en appelle à une tolérance zéro. Son discours est d'ailleurs encouragé par ses interlocuteurs qui lui demandent si les statistiques sont minorées en matière de criminalité, si l'on doit avoir des couvre-feux pour des mineurs de moins de 13 ans, s'il faut aller jusqu'à sanctionner les parents, et si le gouvernement n'est pas trop laxiste, trop angélique, puisque le président cohabite avec un Premier ministre de gauche. Pendant les 9 mois qui suivent, le thème de l'insécurité devient le thème principal de la campagne présidentielle. Une étude linguistique montre que la fréquence des articles traitant de l'insécurité dans le quotidien Le Monde passe d'une moyenne de 75 par mois entre juillet 2001 et février 2002 à 250 en avril, mois des élections, pour le premier tour, qui conduit à l'élimination du candidat socialiste
et à plus de 400 articles en mai pour le second tour, au cours duquel s'affrontent les candidats de la droite, et pour la première fois sous la Ve République, de l'extrême droite. Et ce taux retombe à 75 dès le mois de juillet. Une évolution similaire est constatée pour le temps d'antenne consacré à la télévision à la sécurité, à savoir une augmentation spectaculaire jusqu'aux élections, suivie d'un déclin rapide dès le lendemain, avec une anecdote qui a pris des proportions considérables et dont certains se souviennent, l'affaire dite papivoise, du nom d'un septuagénaire agressé 3 jours avant le premier tour par des cambrioleurs qui brûlent sa maison avant de s'enfuir, la couverture du fait divers par les chaînes publiques privées et d'information continue qui, jusqu'à la veille du scrutin, lui consacrent de longs développements en montrant le vieil homme blessé en larmes vient faire écho aux critiques adressées au gouvernement en matière de criminalité. Cette médiatisation est généralement considérée comme ayant joué un rôle significatif dans le résultat d'une élection dans laquelle l'écart entre le deuxième, Jean-Marie Le Pen, retenu pour le second tour, et le troisième, Lionel Jospin, éliminé, n'a finalement été que de 0,68% des voix. Au regard de l'importance du thème de la sécurité, il est légitime de se demander ce qu'était la réalité, tant objective que subjective, dans la période qui a précédé cette élection présidentielle. Sur le plan objectif, les statistiques des homicides entre 1985 et 2001 montrent un net recul, entre un quart et la moitié selon qu'on examine les sources de la police, de la justice ou les données de mortalité. Quant à la délinquance des mineurs, omniprésente dans le discours public, comme vous venez de le voir, elle augmente entre le milieu des années 70 et le début des années 2000 dans les données de la police, mais pas dans celles de la justice, la progression, lorsqu'elle existe, étant liée à la création de nouveaux délits comme les tags assimilés à de la dégradation et à la requalification de certaines infractions de contravention en délits comme les violences de faible gravité. Sur le plan subjectif, le sentiment d'insécurité mesuré par les sondages d'opinion est sujet à d'importantes variations en fonction des questions posées au public. Ainsi, selon qu'on demande aux personnes interrogées si elles peuvent indiquer leurs principales préoccupations dans leur quartier, ou bien si elles sont d'accord avec la phrase « on ne se sent plus en sécurité ». La fréquence varie du simple au triple, c'est-à-dire d'un phénomène rare, 1 sur 10, à un phénomène préoccupant, 1 sur 3. Pour ce qui est de l'évolution, il existe entre la fin de la décennie 2010 et l'année 2000 une grande stabilité autour des préoccupations sécuritaires en France, jusqu'à la forte progression en 2001, au moment où elles sont mises sur le devant de la scène par les responsables politiques et les médias, montrant, là encore, l'importance de la construction sociale d'un problème. À la lumière des 2 élections présidentielles de 1988 aux États-Unis et de 2002 en France, on peut dégager 4 caractéristiques du populisme pénal. Premièrement, il ne s'encombre pas d'un savoir empirique sur les faits, peut même les occulter ou les nier pour mener à bien son projet. Deuxièmement, il vise à produire l'image de la société qui sert ce projet en générant ou en exagérant des préoccupations sécuritaires au sein de la population. Troisièmement, il peut jouer un rôle déterminant dans le résultat d'une élection au bénéfice des politiciens qui s'en réclament. Quatrièmement, enfin, il entraîne en retour un glissement de l'ensemble des partis vers une justice plus répressive, puisqu'il apparaît comme une clé de succès. Ces 4 éléments rendent la résistance au populisme pénal particulièrement difficile. Cependant, le moment punitif ne se réduit pas à une instrumentalisation politique, ce serait une erreur de le penser, il traduit des évolutions profondes de la société, et donc pour l'appréhender, il faut ajouter au top-down, du haut en bas, du populisme pénal, le bottom-up, de bas en haut, des sensibilités et des valeurs, qui contribuent à une plus grande intolérance à certaines violations de la loi, mais aussi à certaines catégories de la population. Le criminologue néo-zélandais John Pratt écrit ainsi qu'on ne peut pas se satisfaire de l'idée que l'évolution punitive serait seulement en termes d'opportunisme politique, consistant à acheter une popularité électorale en augmentant cyniquement la sévérité pénale simplement parce qu'on pense qu'il existe un soutien public pour cette sévérité, indépendamment des tendances en matière de criminalité. Il faut tenir compte, ajoute-t-il, de changements sociaux et culturels profonds qui conduisent à demander plus d'ordre et plus de répression. En France,
Les sondages montrent que la demande d'autorité et de sévérité est forte. Entre 1981 et 2018, dans l'enquête européenne sur les valeurs, cette demande passe de 60% à 77%. De même, l'enquête annuelle sur les fractures françaises, celle de 2022, révèle des niveaux de réponse positive élevés lorsqu'on demande aux personnes enquêtées si elles sont d'accord avec l'idée que, je cite, l'autorité est une valeur trop souvent critiquée, 91 à 96% pour les sympathisants de droite et d'extrême droite, contre 60 à 79% pour ceux de gauche. Et avec la phrase selon laquelle, je cite, « On a besoin d'un vrai chef en France pour remettre de l'ordre ». 93 à 96% pour les sympathisants de droite et d'extrême droite, contre 54 à 66% pour ceux de gauche, tandis que le rétablissement de la peine de mort s'avère très clivant, puisque si la moitié des Français le plébiscitent, ils ne sont que 24 à 33% à gauche, mais 55 à 82% à droite et à l'extrême droite. On peut toutefois se demander quel sens a une question 4 décennies après le vote de la suppression de cette peine de mort. Quant à la justice, elle est jugée trop laxiste par 81% des personnes interrogées, 67% de celles qui se disent proches de la gauche, contre 91% de celles qui se disent une proximité avec la droite et l'extrême droite. Mais il faut souligner pour cette enquête que les sondages ont été réalisés pour une association, l'Institut pour la justice, et un média, CNews, qui sont tous les deux fortement marqués politiquement. Enfin, concernant la prison, 50% des personnes interrogées en 2018 les trouvaient les prisonniers trop bien traités, quand elles n'étaient que 18% en 2000, l'année de la publication du livre de la médecin-chef de la prison de la santé et du rapport du Sénat sur la prison comme, je cite, « humiliation pour la République ». La mission de réinsertion ne semblant prioritaire qu'à 30%, alors que 70% réduisaient cette mission de la prison à la seule privation de liberté. Cette configuration d'attitude demandant de l'ordre et de l'autorité, de la sévérité et de la dureté, semble certainement dessiner les contours d'une société dont les membres sont pour la plupart dans l'attente d'une politique plus punitive. Les sondages ne livrent cependant pas une représentation transparente de ce que pensent les personnes interrogées. Dans une conférence célèbre intitulée « L'opinion publique n'existe pas », Pierre Bourdieu en avait livré une critique aiguë, soulignant notamment 3 postulats problématiques qui en sous-tendent la méthode, à savoir, je le cite, « que tout le monde peut avoir une opinion, que toutes les opinions se valent et qu'il y a un accord sur les questions qui méritent d'être posées. » Et il ajoutait, « Le sondage d'opinion est un instrument d'action politique dont la fonction la plus importante consiste peut-être à imposer l'illusion qu'il existe une opinion publique comme sommation purement additive d'opinions individuelles, à imposer l'idée qu'il existe quelque chose qui serait comme la moyenne des opinions ou l'opinion moyenne. » En l'occurrence, si l'on interroge sur le caractère laxiste de la justice, on ne sait pas si, cas certes le plus probable, la personne qui répond positivement le fait en référence au lieu commun selon lequel les délinquants interpellés sont trop souvent relâchés le lendemain par les parquets, comme s'en plaignent les policiers. S'il s'agit plutôt de critiquer la faible proportion de condamnations pour violences domestiques et abus sexuels, ainsi que l'affirment les organisations féministes, ou si l'accusation porte sur le fait que les responsables politiques ayant commis des fautes lourdes parviennent presque toujours à échapper à la prison, ce que confirment la plupart des procès contre d'anciens ministres ou présidents de la République. De plus, on voit que demander à des personnes si la peine de mort doit être rétablie revient à espérer une réponse à un problème qui n'existe pas dans l'espace public, mais qu'on invente au risque de contribuer à le faire exister. Et on constate également que les formulations signifiant un excès supposé inapproprié induisent un rejet de ce qui est proposé, comme lorsqu'on invite les personnes à se prononcer sur le fait que la justice est trop laxiste ou que les prisonniers sont trop bien traités. Au-delà de ces questions de méthode qui peuvent embrouiller l'interprétation, les tendances punitives dans la population sont fortement influencées par 2 éléments, les circonstances, notamment la médiatisation des crimes, et le contexte politique, en particulier l'instrumentalisation des réactions à ces événements. Comme l'écrit le magistrat Denis Salas, je le cite, « Sévère ou modérée, réactive ou réfléchie, l'opinion
est façonnée. Il ne s'agit cependant pas de suggérer que ces tendances sont de purs artefacts méthodologiques. Le sentiment d'insécurité est en effet devenu un objet d'intérêt aussi bien dans les sciences sociales que dans les politiques publiques depuis la fin du XXe siècle. Il s'agit de prendre au sérieux la dimension subjective de l'insécurité, l'expérience que les personnes en ont, indépendamment de sa dimension objective, telle que mesurée par les statistiques policières ou judiciaires de délinquance ou criminalité. Car comme l'ont montré de nombreuses recherches depuis une cinquantaine d'années, on peut avoir peur sans être exposé à l'insécurité, et à l'inverse, se sentir serein alors qu'on est confronté à certains problèmes de sécurité. Le sentiment d'insécurité, qui en est ainsi venu à occuper une place croissante dans l'espace public, sous la double influence du sensationnalisme médiatique autour de faits divers et de son instrumentalisation politicienne, comme je l'ai montré à propos de l'élection présidentielle de 2002 qui a conduit à un second tour entre les candidats de droite et d'extrême droite, a donc donné lieu à des études permettant de le mesurer. Or, les enquêtes annuelles de l'INSEE sur les conditions de vie et de sécurité révèlent qu'il faut tenir compte de 3 faits essentiels qu'analysent les sociologues Philippe Robert et René Zoberman. Premièrement, l'insécurité n'est pas une notion homogène. On peut notamment distinguer une insécurité sociale autour du chômage et de la pauvreté et une insécurité liée à la délinquance. Entre 2001 et 2015, la première, sociale, se situe entre 50 et 60% au niveau national, atteignant 80% en Île-de-France. Alors que la seconde, délinquance, est stable entre 10 et 15% au niveau national et plus élevée de 5% en Île-de-France. Autrement dit, ce que craignent avant tout les Français, c'est le déclassement social et non les incivilités quotidiennes. Deuxièmement, l'insécurité liée à la délinquance se compose de 2 éléments distincts. Il y a d'une part la peur que l'on éprouve pour soi-même ou pour ses enfants, notamment dans son quartier, crainte d'être agressé ou volé, et d'autre part la préoccupation plus diffuse et plus vague que l'on ressent par rapport à la situation en général. La première, la peur, est faible et elle est stable dans les années 1990. Seuls 10% des personnes interrogées déclarent avoir peur dans leur quartier, proportion qui augmente cependant dans certaines agglomérations. La seconde, la préoccupation générale, est liée au contexte médiatique et politique, notamment au traitement sensationnaliste de faits divers et à leur instrumentalisation, comme je l'ai dit, s'élevant à 40% en 2001 au moment de la campagne présidentielle qui se cristallise autour de cet enjeu pour redescendre à moins de 15% à la fin de la décennie, une fois la frénésie sécuritaire retombée. En somme, bien plus qu'une expérience de la peur, le sentiment d'insécurité traduit une réceptivité à l'état du débat public. Troisièmement, enfin, ce sentiment d'insécurité est moins lié à l'exposition réelle à un risque d'être agressé ou volé, voire à une connaissance de cas dans son entourage, qu'à l'affinité partisane. Toutes choses égales par ailleurs, comparées aux personnes interrogées qui se disent se situer au centre et à gauche de l'échiquier politique, celles se déclarant à droite et à l'extrême droite expriment 1,3 et 1,5 fois plus de peur de leur quartier, respectivement, et déclarent 2,5 et 4,1 fois plus de préoccupations relatives à la sécurité, respectivement. Ainsi, le sentiment d'insécurité revêt un caractère fortement idéologique, de surcroît beaucoup plus marqué pour ce qui est de l'idée générale d'insécurité que pour l'expérience personnelle de la peur. Analyser ces 3 dimensions, l'insécurité prévalant sur l'insécurité sociale prévalant sur l'insécurité liée à la délinquance, la préoccupation sans exposition bien plus forte que la peur ressentie, le rôle crucial des préjugés partisans indépendamment de la déviance, ne signifie pas nier la part subjective des questions de sécurité, qui est un fait social dont il importe de tenir compte, puisqu'ils représentent un élément bien plus décisif que leur part objective dans l'évolution répressive de la société. Il faut encore ajouter que l'intolérance croissante manifestée à l'égard des infractions concerne certains délits, ce qu'on appelle parfois la délinquance de rue, plutôt que la délinquance économique et financière, le vol à la tire, plus que l'abus de biens sociaux. Et donc certaines catégories sociales, les milieux populaires appartenant à des minorités ethno-raciales plutôt que les classes supérieures
et le monde des affaires. C'est un aspect essentiel de la punitivité sur laquelle je reviendrai lorsque j'aborderai à la dernière séance, là ou l'avant-dernière, la question des inégalités. En résumé, le moment punitif que j'ai décrit à travers les évolutions de la législation, des pratiques policières, des décisions judiciaires, des taux d'incarcération, peut s'interpréter à la lumière de deux mouvements. L'un top-down, avec le populisme pénal des grands médias et des responsables politiques, l'autre bottom-up, à travers un sentiment d'insécurité doublé d'une intolérance de certains délits caractéristiques de certaines populations, les deux mouvements se renforçant mutuellement. Cette résonance entre intolérance et populisme est encouragée par la collusion croissante entre propriétaires des grands médias audiovisuels et milieux politiques, à droite et à l'extrême droite, mais elle trouve un terreau fertile dans le développement d'une société du spectacle, pour reprendre la formule de Guy Debord, dans laquelle la marchandisation de l'information et l'aliénation du public amènent les politiciens à des formes d'intervention relevant de la performance discursive plutôt que de l'intérêt public. En 1990, dans un texte influent, Gilles Deleuze affirmait qu'on était passé d'une société de discipline à une société de contrôle. Qu'il s'agisse de l'école, de l'hôpital, de l'usine, de l'armée, de la prison, ces institutions sont finies, écrivait-il, et il s'agit seulement de gérer leur agonie et d'occuper les gens. On voit combien ce diagnostic sur la mort des institutions disciplinaires se révèle erroné, 3 décennies plus tard. En revanche, plus visionnaire et plus juste était l'annonce d'un autre modèle dans lequel l'informatique et l'information, les services et les données, la financiarisation et l'endettement prenaient la place du confinement et de la contrainte. L'évolution à l'œuvre aujourd'hui invite toutefois à repenser cette analyse, car une autre, troisième forme de gouvernement s'impose désormais, c'est la répression. Elle n'est pas nouvelle, elle est même très ancienne, mais elle se redéploie dans le cadre d'un État sécuritaire dont Jacques Chevalier a montré qu'il redéfinit les contours de l'État de droit. Cependant, plutôt qu'à une succession de paradigmes de gouvernement, on assiste à une sédimentation. Société de discipline, société de contrôle, société de répression s'additionnent et se combinent. L'appareil punitif qui s'est déployé au cours des dernières décennies en offre une illustration. Certes, la prison est le lieu par excellence de la discipline, avec chaque année 230 000 comptes rendus d'incidents, dont un tiers donne lieu à des sanctions qualifiées de disciplinaires, qui se traduisent par des confinements en cellules dites disciplinaires, dans 70% des cas, dont les 2 tiers sont fermes. Certes, la détention provisoire des prévenus en attente de leur procès par faute supposée de représentation, l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la liberté conditionnelle et plus largement l'ensemble des mesures qui concernent 175 000 personnes en milieu ouvert manifestent le contrôle exercé par les services de probation et d'insertion pénitentiaire sur une fraction croissante de la population. Mais au-delà de cette discipline et de ce contrôle, c'est bien la répression qui caractérise plus encore le moment présent, avec, comme on l'a vu, l'insinuation des peines dans de nombreux domaines de la vie sociale, leur aggravation tendancielle, leur prononcé accéléré. Il existe même une répression de la résistance à la répression. Si l'on considère les interdictions de manifester et les interpellations préventives de manifestants, les menaces de dissolution ou de pénalisation, d'associations de défense des minorités ou de l'environnement, la prolifération de lois et de moyens destinés à protéger les agents dépositaires de l'autorité publique des conséquences de leur violence. Dans les prochaines leçons, je prendrai un peu de hauteur par rapport à la question du châtiment, que j'ai jusqu'à présent analysée sous l'angle de la peine, c'est-à-dire dans sa dimension à la fois juridique et judiciaire, et je tenterai donc de répondre à une interrogation plus large, moins déterminée par ce cadre formel, sur l'acte de punir, en commençant par aborder la manière dont sa signification a changé au fil du temps, pour ce qui est des enfants et des mineurs, avant de questionner sa définition. Je vous remercie.